Stéphane Bergeron, Michel Boisvert, Christian Dufour. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On avance, on recule, on essaie de comprendre à quoi joue le président Trump, Stéphane Bergeron. En fait, c'est très difficile de suivre. Pour vous aussi, hein? On a tout simplement pas les informations. On doit compter sur les bribes d'informations qui nous viennent ici et là et tenter de se faire une idée par rapport à ça. Ce que je trouve particulièrement inquiétant à ce stade-ci, c'est de voir que le président Trump semble vouloir diviser le Canada et le Mexique. La semaine dernière, et à plusieurs reprises, notre collègue Christine Saint-Pierre répétait qu'il fallait qu'on fasse front commun avec le Mexique. Et je pense que le président Trump a compris ça bien avant le premier ministre Trudeau, puisqu'il cherche manifestement à diviser le Canada et le Mexique présentement. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant pour la suite des choses. Michel? Oui, diviser pour régner, effectivement. Mais bien malin et celui qui est capable de comprendre la stratégie de Donald Trump. C'est un chaos total. Je veux dire, il est en train de nous rendre fous. On essaie d'analyser, de comprendre, on avance, on recule. Moi, là-dedans, tout ce que je dis, c'est il faut qu'on apprenne notre leçon et que plus jamais le Canada soit aussi dépendant des États-Unis. Il faut, et ça je le dis régulièrement, les barrières tarifaires entre les provinces, on s'engage à essayer de les faire sauter, du moins d'en enlever. On fait déjà beaucoup de commerce avec les autres provinces. Le Québec, c'est 23 je pense que c'est 29 de notre commerce à l'extérieur du Québec. Il faut augmenter tout ça, diversifier nos marchés pour ne plus jamais être prise en étau comme on est là, à ne pas savoir sur quel pied danser selon l'humeur du président. Christian? Oui, bien, j'écoutais M. Trump, il me faisait penser à un empereur, en fait. Un empereur tout-puissant. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Il n'y a aucun respect, en fait, pour les autres, pour ses partenaires. D'ailleurs, je ne devrais pas dire le mot partenaire. Sa parole ne vaut rien. Parce qu'il change d'idée. Bon. Et nous, les Canadiens, j'étais content d'entendre ce qu'ont dit mes deux collègues. Je trouve qu'il faut faire des efforts, mais on est un peu coincés quand même. Parce que je trouve qu'avec l'Ukraine sur la planète, on est le pays le plus menacé par les actions de Trump, parce que 80 de nos exportations vont aux États-Unis. C'est notre seul voisin. Donc, ces temps-ci, on est quand même beaucoup spectateurs. Je ne crois pas que M. Trudeau, en fait, colle à l'humeur des Canadiens. Ça fait du bien aux Canadiens. Mais ce qui semble faire bouger, jusqu'à un certain point, M. Trump, ils sont comme dans un power trip messianique. J'écoutais l'allocution de M. Trump devant le Congrès il y a 2-3 jours. C'était très instructif. Tu vois que c'est une révolution. C'est une révolution conservatrice. Ils sont complètement ailleurs. Puis nous, les Canadiens, on est très loin de ça. Puis ils n'aiment pas le Canada, puis ils détestent M. Trudeau. Donc, ce qui peut jouer, c'est la seule bonne nouvelle, moi, je trouve, c'est que très rapidement, dans le domaine de l'auto, on a vu qu'il y a eu des réactions des constructeurs automobiles américains. Ouais. Le principe de réalité, on en a parlé, je pense, hier, le principe de réalité s'impose aussi à Trump. Mais jusqu'à quel point ça va aller? C'est bien beau là, de se prendre pour un autre, puis de penser qu'on est arrogant, puis qu'on est un empereur, puis qu'on est tout-puissant. Mais il y a le réel. Puis au moins, ça s'est manifesté. Mais ça vient des États-Unis. Je pense que nous, on est quand même pas mal spectateurs. Là. Comme pour la potasse, comme le disait Louis. Allez-y, Michel. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Christian Dufour. Ça vient pas, c'est pas les pressions du Canada. Ouais. En fait, c'est l'impact de ces tarifs-là sur les Américains qui fait réagir Donald Trump. On l'a vu avec le secteur automobile, on le voit avec les fermiers. La potasse, si la potasse, on réduit de 25 à 10 c'est 85 de la potasse importée aux États-Unis vient du Canada. C'est un fertilisant extrêmement important pour les fermiers. Les fermiers américains traversent une période difficile. Il va y avoir énormément de pression du côté des fermiers auprès de la Maison-Blanche. Et dans ce temps-là, on le fait bouger un peu. Il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas sensible au marché. Je ne le crois pas du tout. Il est très sensible au marché. Et ça aussi, ça peut peser dans la balance. Alors, que penser de la stratégie du Canada? Allez-y, Stéphane Bergeron. Parce que là, bon, Louis nous disait, on met sur pause, probablement, c'est ce qu'on devrait apprendre là, au cours des prochaines heures, la deuxième vague de contre-tarifs. On garde la première vague. On reste quand même avec une ligne dure, là. Oui, mais il faut quand même admettre que plus de la moitié des tarifs américains demeurent, tandis que nous, c'est la portion congrue de nos propres tarifs qui est maintenue. La grosse portion des tarifs de la réponse canadienne devait venir un peu plus tard.
Elle est reportée en attendant de voir ce qui va se passer. Mais je veux revenir sur ce que Michel disait. Je pense que c'est extrêmement important de remarquer que M. Trump réagit à ce qui se passe à l'interne. Et si on n'est pas en mesure de convaincre Donald Trump directement ou même ses conseillers, on doit pouvoir intervenir auprès des différents secteurs économiques américains, auprès des États qui sont les plus avec lesquels nous faisons davantage affaire, pour que eux fassent remonter la pression. Et parce qu'on voit bien que Donald Trump est sensible à cette pression. Je veux revenir également sur les propos de Christian qui disait que Donald Trump ne respecte rien ni personne. On l'a bien vu dans son allocution. À un moment donné, il faisait référence aux gestes posés par l'administration précédente et il a fait référence à un accord en vertu de USAID, je crois, avec le Lesotho, ajoutant « Personne ne sait c'est où, là, ça, le Lesotho. Personne ne connaît le Lesotho. » C'est d'un mépris, d'une condescendance incroyable à l'égard des autres nations de la planète. Et il a ajouté dans son discours, et ça, c'est particulièrement inquiétant, qu'il voulait que les États-Unis deviennent l'une des puissances les plus dominantes de la planète. Le terme n'est pas choisi au hasard. Moi, j'ai même entendu qu'il disait qu'il fallait que les États-Unis soient la puissance la plus dominante de tous les temps. Il y a de la mégalomanie, vraiment, là-dedans. Oui. En même temps, oui, allez-y, Christian. Moi, je trouve que, pour répondre à votre question au départ, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve que les Canadiens s'attendent à ce que leurs responsables politiques se tiennent debout. Il y a une question de dignité et d'honneur. En même temps, il faut être modéré dans les représailles parce que c'est facilement se tirer dans le pied. Tous les économistes admettent que les économies sont tellement enchevêtrées que ça peut se retourner contre nous. Cela dit, le fait qu'on va changer de premier ministre lundi, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça change la donne. Puis M. Trump, manifestement même pas M. Trudeau, là, il n'est pas capable de le voir en peinture. Donc, c'est ça, M. Carney ou éventuellement M. Poilievre. Je trouve que ça va être une bonne chose. Ça va changer la donne. Mais le défi est énorme. Mais au fond, c'est le même défi que les Européens ont parce que les Européens sont tellement fiers aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'il y avait des signes à l'effet qu'il fallait qu'ils réagissent. Nous, c'est encore pire, dans le fond. On est devenus totalement dépendants. On n'a pas d'autre choix, en fait. Il faut se tenir debout. Et le bon côté, il faut être positif. C'est une simulation, en fait, pour l'identité canadienne au sens large. Il n'est pas question de l'annexion. C'est ridicule. Moi, je ne crois pas que le Canada va être annexé. Mais ça oblige le Canada à exister de façon différente de ce à quoi on est habitué dans le confort. Et on dit les Américains sont gentils, on profite d'eux, etc. Je le disais tout à l'heure que le Mexique a eu ce sursis avant le Canada, comme ça a été le cas d'ailleurs il y a quelques semaines, quand on a mis pour la première fois sur pause ces tarifs douaniers-là. Puis il y a eu, bien sûr, ces réactions sur Truth Social du président Trump, tout à fait différentes pour ce qui est de la présidente mexicaine que le ton employé avec Justin Trudeau. Voyez ce qui a été dit sur le Mexique. J'ai convenu que le Mexique ne serait pas tenu de payer des droits de douane sur tout ce qui relève de l'accord ASEUM. Cet accord est valable jusqu'au 2 avril. Et il ajoute j'ai fait cela par souci d'accommodement et par respect pour la présidente Sheinbaum. Nos relations sont très bonnes et nous travaillons dur ensemble à la frontière. Or, pour ce qui est de Justin Trudeau, ce qu'il a dit, le président Trump, sur son Truth Social, on va le voir apparaître là aussi, croyez-le ou non, malgré le terrible travail qu'il a accompli pour le Canada, je pense que Justin Trudeau utilise l'enjeu des tarifs douaniers dont il est en grande partie responsable. Puis là, il ramène pour se présenter à nouveau au poste de premier ministre. C'est très amusant à voir. Donc, encore une fois, il ramène ça, mais le ton mielleux avec, si je peux l'employer ainsi, avec la présidente mexicaine est tout à fait différent de celui employé envers Justin Trudeau. Allez-y, Christian, puis Michel ensuite. Bien, tout à l'heure, dans le métro, en fait, on n'avait pas encore la nouvelle que ça serait prêt au Canada, puis je me suis mis à avoir peur. Je me suis dit peut-être que Trump, il aime tellement pas Trudeau qu'il ne veut pas lui faire ce cadeau-là de fin de mandat, parce que M. Trudeau, c'est émouvant, là, dans 3 jours, il s'en va. J'avais peur qu'il attende lundi ou mardi pour l'annoncer, quand M. Carney, probablement, va être premier ministre. Mais heureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Mais moi, j'ai pensé à ça dans le métro tantôt. J'ai dit, pourquoi on attend comme ça pour le Canada? Michel? J'ai pas eu tout à fait cette peur-là, mais effectivement, c'est clair. Et là-dessus, je suis d'accord avec Christian. C'est une bonne chose que Justin Trudeau s'en aille parce qu'il y a une telle haine envers Justin Trudeau. C'est tellement personnalisé sur Justin Trudeau. Je lisais, il y a un autre, je me rappelle plus lequel, mais en tout cas, il l'a traité d'idiot. C'est épouvantable. Et donc, ça va faire, en espérant que ça fasse
baisser un peu la pression, qu'on ait quelqu'un d'autre. Et moi, je continue, je le redis, c'est un rappel à l'ordre pour le Canada. Il faut diversifier nos marchés, investir davantage dans notre productivité, parce qu'il ne faut plus jamais se retrouver dans cette situation-là. Stéphane Bergeron, est-ce que ça va changer lundi? Il y a beaucoup de vrai. Oui, il y a beaucoup de vrai dans ce que disent les collègues. Il semble y avoir une antipathie, une animosité naturelle entre les deux hommes. Alors, c'est sûr que le fait que Justin Trudeau quitte va probablement changer l'air un peu, mais je pense qu'il y a aussi, puis je l'évoquais un peu plus tôt, il y a aussi cette volonté de la part de Donald Trump de faire en sorte de briser une possible alliance ou union ou front commun de la part du Canada et du Mexique en les traitant de façon différenciée. Pourquoi ne pas appliquer les dispositions de l'ACOM au Canada comme il le fait au Mexique? Ça indique très clairement qu'il ne veut pas que les deux pays négocient en faisant front commun avec les États-Unis. Et ça nous place tous les deux dans une position de faiblesse. Plus vulnérable aussi. Ah oui, tout à fait. Michel? Et il ne parle pas, quand il parle du Mexique, il ne parle pas d'annexer le Mexique non plus. Chez nous, il parle d'annexer. Et bon, effectivement, ça ne se passera pas, mais je pense que ce qu'il veut, c'est vraiment nous affaiblir pour nous amener à, lorsqu'il s'agira de négocier, à faire des compromis sur la gestion de l'offre, sur l'eau, Je crois vraiment que c'est ce qu'il veut, nous affaiblir pour nous amener à accepter des compromis qui seraient inacceptables. Un qui ne veut pas paraître faible, c'est Doug Ford. En tout cas, il va vraiment à fond la caisse parce que son 25 sur l'électricité, il dit, lui, coûte que coûte, lundi, je vais l'imposer aux Américains à qui je vends de l'électricité. Christian? Oui, bien écoutez, moi, j'ai un peu de réticence à l'égard du côté très combattant de M. Ford. Je sais qu'il est populaire. Là. Beaucoup de gens autour de moi disent, lui, il se tient debout, puis il représente le Canada. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça soit productif, ces menaces-là. À la défense de M. Ford, c'est clair que sa province est très menacée. Entre autres, dans le domaine de l'auto, ce serait vraiment une catastrophe. Ça explique son attitude. Mais il me semble que c'est pas facile le défi auquel on est confronté parce qu'on a quand même une fierté, un orgueil, une identité, donc il faut réagir, mais en même temps, il faut rester réaliste. Je veux dire, c'est Lucien Bouchard qui avait dit on est en Amérique du Nord. Que voulez-vous actuellement pour notre malheur, on est en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe. Là. Donc à ce moment-là, M. Ford, il fait la job qu'il fait, mais heureusement que c'est pas juste ça la réaction du Canada. Stéphane? Un dernier mot sur le Mexique, puis je viens à Doug Ford immédiatement après, parce que je pense que les deux sujets sont liés. D'abord, je pense que Justin Trudeau a avancé cette idée selon laquelle ce que Donald Trump cherche à faire, c'est affaiblir le Canada de telle sorte de pouvoir mieux l'avaler par la suite. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a du vrai là-dedans. Peut-être que oui, peut-être que non. Chose certaine, il est clair dans l'esprit de Donald Trump que il y a davantage d'affinités sur le plan des valeurs, sur le plan culturel avec le Canada qu'il peut y en avoir avec le Mexique. Mais je reviens à Doug Ford pour dire que il y a un danger, effectivement. Christian a souligné le danger de se tirer dans le pied avec les contre-mesures. Mais l'autre danger, c'est que s'il n'y a pas coordination, on peut également affaiblir le Front commun canadien. Parce que si, par exemple, l'Ontario décide de cesser de vendre de l'électricité ou de le vendre avec un tarif supplémentaire, il se pourrait que les États américains se tournent vers d'autres provinces canadiennes pour s'approvisionner et tout le monde n'a pas la même opinion sur ce qu'on doit faire quant à la vente d'électricité. Le premier ministre Legault, par exemple, ne veut pas surtaxer la vente de l'électricité aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on serait davantage enclin, bien qu'il y a quand même une capacité limitée, enclin à vendre davantage d'électricité aux États américains limitrophes qui pourraient vouloir se tourner vers d'autres sources, advenant le cas où l'Ontario décidait d'appliquer ces tarifs additionnels? Je pense que ça risque d'affaiblir également le Front commun canadien que de ne pas se concerter sur les mesures qu'on va mettre de l'avant. Parce que Christine Fréchette l'a répété à nos collègues, il n'est pas question pour l'instant, pour le Québec en tout cas, d'imposer justement ce 25 de taxe. Vous craignez donc un effet pervers, Stéphane?
Ah oui, tout à fait. Effet pervers quant à l'impact de ces contre-mesures pour l'économie canadienne, l'impact de ces contre-mesures sur nos clients américains, qui eux aussi vont finir par considérer que nous ne sommes pas des partenaires commerciaux fiables, et un impact sur le front commun au Canada par rapport aux États-Unis. Michel? Je suis parfaitement d'accord avec mes deux collègues. Moi aussi, quand j'ai vu Doug Ford aujourd'hui annoncer qu'il allait mettre des tarifs sur les exportations d'électricité, j'ai dit ouf! Je trouve qu'il faut faire attention. Il faut être ferme, il faut démontrer qu'on est là et qu'on va défendre, mais il faut doser, il faut faire très attention. Et c'est vrai aussi, il faut essayer d'avoir un front commun et une cohésion dans notre façon de répondre. Et ça m'agace un peu, ça m'inquiète un peu, cette décision de Doug Ford. Christian? Oui, bien moi, je trouve qu'on est dans une phase d'apprentissage par rapport à ce phénomène historique. C'est pas juste nous, là. Parce que chaque journée nous apporte son lot de surprises. Oui, puis il est fort, Trump. Il est dangereux, il est fort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Moi, je trouve que c'est un phénomène révolutionnaire, messianique, réactionnaire, un tas de choses, là. Moi, j'essaie d'être positif. J'essaie de comprendre un peu ce qui nous arrive. Mais c'est pas évident parce que chaque jour arrive avec une nouvelle un peu déstabilisante. Si on peut se consoler, je lis beaucoup encore tous les journaux européens. C'est exactement... Des fois, les grands titres sont à peu près les mêmes que chez nous. Ils veulent, eux aussi, diversifier. Ils disent aussi que c'est un réveil pour eux. Ils comprennent rien. Ils disent qu'ils sèment la pagaille, le chaos et que c'est tarif. C'est planétaire, l'impact de Donald Trump. C'est un chaos total. Et j'aime bien le terme messianique. C'est planétaire, mais ce sont quand même nos voisins. La proximité géographique, c'est nous qui l'avons, comme vous disiez tout à l'heure. Oh oui, tout à fait. Non, c'est une période extrêmement difficile qu'on traverse là. Et effectivement, on apprend à mesure qu'on avance. On n'a jamais été face à une situation comme celle-là. Justin Trudeau, on a encore pour quelques jours. Rapidement, un tour de table en 1 minute. Qu'est-ce que vous pensez de la fin, justement, de cette période de premier ministre pour lui au Canada? D'abord, Christian. Bien, écoutez, je ne serai pas mesquin parce que ces 3 derniers jours, moi, je peux être très critique à l'égard du bilan de Justin Trudeau, mais je dirais que la chance qu'il a eue, entre guillemets, c'est qu'actuellement, il incarne une fierté canadienne à l'égard de Trump. Donc, c'est une finale, si vous voulez, pour lui personnellement. Excusez, je pense que c'est peut-être positif. Donc, je me limiterai à ça. C'est pas le temps, je trouve, d'être dans les bilans. Non, pas d'éloge, mais quand même, la dernière semaine au pouvoir, il a quand même tenu... Il a collé à l'humeur des Canadiens qui voulaient un premier ministre canadien qui se tienne debout puis qui soit ferme. Donc, dans ce sens-là, c'est une chance pour lui de finir sur cette note-là. Stéphane? Bien, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Effectivement, il a démontré, je dirais, une force de caractère et une poigne qu'on ne lui connaissait pas. Peut-être qu'il aurait dû révéler cet aspect de lui-même beaucoup plus tôt dans son mandat. D'un autre côté, effectivement, ça le place en porte-à-faux à l'égard du gouvernement américain. Les Américains ne peuvent plus le voir en peinture. Je dirais les autorités de l'administration Trump ne peuvent plus le voir en peinture. Et donc, ça a un peu antagonisé non seulement les États-Unis à l'égard de la personne de Justin Trudeau, mais à l'égard du Canada, tout simplement. Michel Boisvert, en terminant. Je suis d'accord avec Christian Dufour. Et probablement qu'il doit être très content de ça, Justin Trudeau. Il sort sur une note beaucoup plus positive que ça aurait été le cas si tout ça n'était pas arrivé. Parce que vraiment, je veux dire, on l'a forcé à partir, là. Je veux dire, au moment où il est parti, il n'y avait plus personne au Canada qui voulait voir Justin Trudeau. Donc, tout ça, la façon dont il s'est comporté, surtout dans la dernière semaine, lui permet de quitter avec la tête beaucoup plus haute. Stéphane Bergeron, Michel Boisvert, Christian Dufour, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au plaisir.